Et alors, pour pouvoir répondre à ces questions, quelques experts que je suis ravie de vous présenter. Frédéric Augier, qui est le directeur digital de Nexity, en charge de tous les projets BIM. Laurent Bartholomeus, qui est cofondateur et CEO de Block in Block, une des startups qui travaillent sur tous ces sujets. Fabrice Kerlogo, qui est responsable, référent BIM national chez Vinci Immobilier. Et finalement, Ludovic Cantier, qui est directeur national des études et BIM leader du groupe Pichet. Messieurs, qui prend la parole en premier? Parce que je pense qu'il faut, pour les néophytes, se poser un peu la question. On sait tous à peu près que c'est des modèles 3D. Qu'en est-il en plus? Ludovic? Ça marche? Oui. Bonjour. Alors, vas-y. Dans la préparation, on se posait la question. Pour nous, c'est une solution très simple. En fait, le BIM, c'est un outil de travail, premièrement, qui est collaboratif, puisque c'est aussi quand même l'idée, c'est de regrouper tous les acteurs autour d'un outil et d'une maquette. Et surtout, le BIM, c'est du 3D, pas seulement, mais aussi de la data. Et c'est ça qui est important dans le BIM, c'est tout le traitement de la data que vous mettez dans le 3D et comment l'utiliser. Voilà, je vais essayer de faire vite, c'est ma petite définition. C'est déjà pas mal. Maintenant, la data, il faut qu'elle soit lisible, il faut qu'elle ait une lecture correcte pour tout le monde. Tout le monde ne sera pas capable de l'interpréter. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour rebondir, c'est un outil, c'est surtout une méthode de travail finalement. Souvent, je fais le distinguo parce que souvent on parle de logiciels, d'outils. Il faut bien différencier ça. Ces outils-là et ces logiciels sont mis au service d'une méthode de travail. Pour parler le même langage, effectivement, il faut faire des efforts. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des alliances internationales. Comme Building Smart par exemple, qui est représenté en France par Media Construct, qui offre un langage sur lequel on peut créer de l'interopérabilité et commencer à réussir à échanger des datas. Donc il y a des conventions, il y a des types de fichiers. Si on rentre plus largement dans ce débat technique, on peut les évoquer, mais on voit l'émergence clairement aujourd'hui de langage commun. De langage commun internationalement parlant ? Building Smart est une alliance internationale représentée dans tous les pays. Il y a eu la grande messe internationale à Pékin il y a quelques semaines. Bon, c'est déjà une première avancée. Fabrice, qu'est-ce que vous pensez, vous ? Est-ce que vous avez une définition différente du BIM ? Moi, je vais m'inscrire dans ce qu'ils viennent de dire. C'est effectivement un outil, c'est effectivement une façon de travailler. Et effectivement, en travaillant ensemble, on va produire de la donnée. Ceci dit, quand on parle de méthode de travail et de données, on voit tout de suite qu'il va falloir qu'on se mette d'accord. Et ça, c'est finalement le fondement du BIM. Effectivement, il y a de la 3D, il y a de la base de données. C'est ce qu'on peut donner à voir rapidement, mais en réalité, on va travailler ensemble à constituer quelque chose qui va être utile. Donc, pour être d'accord sur comment va s'organiser la base de données, comment va être faite la maquette numérique et comment les acteurs immobiliers vont produire cet objet commun, on a vraiment besoin de manager ça. À partir du moment où on s'est vraiment mis d'accord, on ouvre des perspectives qui sont vraiment intéressantes, mais c'est un prérequis absolument indispensable qu'on peut avoir tendance à oublier si on va un peu vite. Et pour pouvoir se mettre d'accord sur ce prérequis, il faut savoir où on veut aller. Si je prends le titre, où on veut aller, ça dépend un petit peu de qui on est. Quand on est promoteur, on a sa vision et ses besoins. La particularité du BIM, c'est que ça doit se mettre au centre des besoins du promoteur, mais aussi de l'archi, mais parfois de l'aménageur, etc., en fonction des acteurs. Alors, est-ce que c'est pour ça que ça fait tellement de temps qu'on parle du BIM et qu'on continue à en parler et qu'aujourd'hui, dans les faits, on commence à avoir des annonces pour dire qu'on va y passer. Vous avez annoncé que vous allez être 100% BIM. Ça veut dire quoi pour vous sur cette partie-là ? Oui, chez Nexity, on a l'objectif de lancer tous nos projets en BIM à partir de 2022. Ce qu'il faut préciser, c'est que le champ d'application est très vaste aussi.
Ça concerne la promotion immobilière, mais pas que. Ça concerne aussi les services en aval. Et ça concerne l'ensemble finalement des domaines de l'immobilier, résidentiel, tertiaire et aménagement de quartier. Donc le champ d'application est extrêmement vaste. Il y a un secteur qui est plutôt en avance, c'est l'immobilier tertiaire, parce que déjà les clients investisseurs ont été demandeurs d'ajouter une valeur numérique à leur patrimoine, et on est sur des objets qui sont techniquement assez sophistiqués. Donc l'investissement BIM a été rapidement rentabilisé par la gestion efficace de cette complexité. Alors c'est vrai que nous, la partie logement, on est en train d'accélérer les uns et les autres. C'est comme toutes ces nouvelles technologies, et au-delà, comme tu le disais à juste titre, il y a une révolution culturelle de la collaboration qui prend du temps, au-delà de l'adoption de nouveaux outils, d'aller au-delà de Revit et de collaborer sur des maquettes qui seraient capables de s'agréger, et puis un jour une maquette unique, on n'en est pas encore là. Mais donc il y a un temps d'adaptation qui est naturel, qui passe par de la formation, qui passe par de l'application sur des premières opérations pilotes pour maîtriser les équilibres économiques, combien ça coûte, qu'est-ce que ça peut rapporter, on va en parler plus tard. Et donc tout ça, ça prend un certain temps, et surtout ça embarque l'ensemble d'une filière. Énormément de corps d'État, les architectes, les bureaux techniques, les corps d'État qui interviennent dans la construction, et puis en bout de chaîne, espérons-le, les différents exploitants qui pourront récupérer une documentation technique facile d'accès et fiable. Alors pour les néophytes, peut-être Ludovic, il y a une loi qui est passée par rapport au carnet numérique. C'est déjà une base de données du bâtiment. Est-ce que le BIM facilite ou ne facilite pas cette partie-là ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une loi qui impose à tous les acteurs publics de passer en BIM. Alors, au départ, c'était 2018, c'est passé à 2019, maintenant c'est 2021. C'est vrai que c'est porté par le PTMB, qui est aujourd'hui aussi avec Mediaconstruct un acteur important. Comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut donner des règles du jeu. Et aujourd'hui, le plus difficile, c'est de mettre les règles du jeu communes à tous les acteurs. On sait où on veut en arriver. Frédéric l'a très bien dit, on sait le but final du BIM. Mais comment est-ce qu'on va y arriver et avec qui y arriver, on ne sait pas encore. Donc il y a des lois qui passent, françaises et européennes. Mediaconstruct, notamment sur l'Union européenne, fait un effort pour essayer d'uniformiser le travail entre tous les acteurs. C'est aujourd'hui, comme le dit Frédéric, plutôt du pilote. On est plutôt sur des pilotes, je pense. Enfin chez Vinci aussi, on est tous aujourd'hui en train de faire des pilotes. On n'a pas encore envoyé la machine aux dématérialistes tout de BIM. On est en train de faire tous ces pilotes pour voir ce qui marche, ce qui fonctionne pas, où sont les blocages. Alors les blocages, des fois, ils sont pas, on va en parler après, mais on pensait tous que les blocages étaient au niveau des architectes, ils ne sont pas toujours au niveau des architectes. On a des blocages aussi au niveau des acteurs qui travaillent avec nous. Et surtout, on sait ce qu'on veut en faire à la fin en exploitation dans les bureaux, immobilier entreprise, puisque c'est un vrai enjeu. Et les immobiliers entreprises aujourd'hui, grâce au label, les LEED ou les BREEAM, ils savent déjà comment utiliser les maquettes, parce qu'en fait, ils l'utilisent déjà. Par contre, les particuliers, les syndics, par exemple, le syndic aujourd'hui, nous, dans le groupe Pichier, on a une grosse réflexion sur le syndic, comment est-ce que ça peut aider notre syndic. Mais tout ça, c'est à nous de l'écrire en fait. On a une règle du jeu un petit peu commune, avec des grandes valeurs, mais après, rentrer dans le détail, c'est quand même à nous de l'écrire au fur et à mesure et un par un. Voilà, c'est ça qui est... Ça fait peur en fait aujourd'hui, je pense pour beaucoup, et pour avoir discuté avec des promoteurs de plus petite taille que vous, messieurs, ils se posent la question de savoir ça coûte cher. Ça coûte cher le BIM ? C'est moi qui hérite de cette belle question. Faire du BIM, ça coûte cher. Encore faut-il savoir ce que signifie faire du BIM. Puisque comme tout ce qu'on demande, on fait des jolis tableaux Excel et à une tâche correspond un prix. Donc si on donne juste le mot BIM, on risque effectivement d'avoir un prix qui sera peut-être un peu disproportionné par rapport à ce qu'on attend. Et tout le jeu de effectivement
au fur et à mesure de définir ce qu'on en attend et de faire des pilotes, c'est justement de savoir exactement ce qu'on demande, qu'est-ce qui est utile pour que le prix soit cohérent par rapport à notre attente. Et nous, en tant que promoteur, on a des attentes qu'on est en train d'identifier, d'affiner au fur et à mesure. Nos amis architectes se sont déjà mis au BIM, effectivement, ils sont pas tant à convaincre que ce qu'on aurait pu imaginer ou ce que certains ont pu dire, parce qu'ils ont identifié leurs propres intérêts à eux. À nous de faire la même chose et en face de voir le prix qu'on est prêt à y mettre. Je fais un petit complément sur ce sujet. C'est vrai que aujourd'hui, comme tous les acteurs ne sont pas encore mûrs, si on se dit les choses à l'instant T, ça coûte plus cher que de travailler, on va dire, en mode classique. Il faut se dire, si on se dit les choses, c'est vrai. Par contre, quand vous regardez les acteurs, pas en France, pas en Europe, mais international, si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Angleterre, c'est 2 pays aujourd'hui qui sont en avance, puisque les États-Unis, ça fait quand même plus de 30 ans qu'ils sont sur le modèle du BIM. L'Angleterre, aujourd'hui, tous les projets d'Angleterre sont obligatoirement en BIM. Si vous allez à Monaco, qui est encore pas si loin que nous, Monaco, aujourd'hui, si vous travaillez dans la principauté, vous êtes obligé de travailler en BIM. Et quand vous discutez avec ces acteurs, aujourd'hui, ça leur coûte moins cher. Alors, ça leur coûte moins cher sur une échelle globale. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que si vous prenez que la partie conception, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Le BIM, en fait, c'est vous anticipez l'acte de construire. Donc, en fait, vous construisez avant de construire. Donc, en fait, vous mettez plus de moyens sur la partie conception, sur la partie DCE, mais vous gagnez du temps derrière, pour nous, sur les achats et l'appel d'offres, mais aussi sur, on espère, la qualité de livraison, puisqu'on a ce qu'on appelle nos clashs, qui en fait nous permet de construire, donc de voir ce qui ne fonctionne pas avant de construire. Et on estime que ça peut nous faire gagner de l'argent en phase construction. Et aujourd'hui, Fabrice de chez Vinci ne peut pas le dire, mais aujourd'hui, ça ne coûte pas moins cher d'acheter en BIM, par exemple avec Vinci Construction, si on se dit les choses, ça ne coûte pas moins cher. Mais par contre, dans l'exploitation, pareil, dans l'immobilier entreprise et ensuite dans l'exploitation, ça nous amène de la data. Donc la data aujourd'hui, c'est des choses qui vont nous faire gagner du temps, mais on n'arrive pas à le quantifier en termes d'euros et même en monnaie. Voilà. Donc si aujourd'hui, à l'instant T, ça nous coûte plus cher, mais on est tous convaincus, si on est là, et si les 4 sont réunis autour de vous, c'est parce qu'on est convaincus que ça va nous coûter moins cher dans le temps, à long terme. Mais comme toute innovation, puisqu'on peut se dire que c'est un peu une innovation, c'est un investissement initial. C'est intéressant. Et alors, que peuvent apporter les startups sur ce point-là ? Non, ça a été bien dit, c'est assez classique dans plein de domaines de révolution numérique. La conduite au changement a un certain coût. Il faut emmener, comme l'a dit Frédéric, l'ensemble de la filière à changer des modes de travail. Si on prend un projeteur aujourd'hui, réaliser une maquette, c'est la paramétrer, lui donner de l'information. C'est déjà une conduite au changement à ce niveau-là, en fait. Et après, utiliser ensuite sur le site ces maquettes-là, c'est aussi encore conduire au changement, accompagner les gens sur tous les éléments. Donc on est peut-être encore dans une phase où les gens réfléchissent au fait que c'est une ligne de coût, mais c'est bien la vision des usages qu'il va y avoir derrière qu'on n'a pas encore complètement, parce que on pourrait parler on parle de plus c'est moins aujourd'hui. Le BIM peut être un outil formidable pour travailler sur ces datas-là et optimiser les conceptions. Donc on ne mesure pas encore toute la capacité qu'on va avoir de trier ces datas et de les transformer dans des informations tangibles qui vont créer les usages, qui vont créer les gains et qui vont créer les ROI. Et c'est pour ça que ces projets pilotes sont fondamentaux. Et vos retours, je vais atterrir sur les startups, mais les retours effectivement de vous promoteurs sur ce sujet sont fondamentaux pour emmener la filière, à mon avis. Après, il y a un écosystème de startups, vous les connaissez, qui est très riche au niveau du BIM, très segmenté aussi. Beaucoup de startups apportent des réponses très spécifiques, on va dire. Mais je pense qu'il y a un écosystème qui est prêt aujourd'hui, notamment dans la construction. Il y a eu beaucoup de choses de faites. Il faut assembler tout ça et vous pouvez être la tête de pont en fait, de cet assemblage en mettant peut-être à disposition des plateformes un peu plus globales. Voilà quelques idées pour mener. Vous avez la capacité à aussi embarquer des solutions dans vos conceptions. Donc voilà, je pense que si on reprend la thématique d'aujourd'hui, est-ce qu'il faut s'y mettre ? Oui, il faut s'y mettre. Il y a l'écosystème qui est malgré tout près derrière. Donc il y a quand même tous ces ingrédients-là qui font que l'inertie va venir.
Vous avez été un petit peu plus loin où vous avez déjà calculé un peu la manière la vision d'une plateforme sur laquelle vous pouviez regrouper l'ensemble des solutions qui sont à votre disposition sur le BIM? Alors peut-être pas, mais en tout cas, dans le lien avec la notion de plateforme, effectivement, il y a le ROI, donc la vision purement financière, mais ce que tu dis est très juste, c'est que l'utilisation du BIM qui est en train de s'affiner va permettre d'ouvrir d'autres services. En fait, on le sent bien, c'est pas toujours mature et pas dans tous les métiers, mais et notamment dans un salon comme celui-ci où on peut se balader, voir les startups, voir qu'il y a des propositions de valeur qui sont différentes, qui ne sont pas possibles hors BIM. Et là, on tient aussi un autre intérêt et une autre motivation pour un promoteur d'y aller. Peut-être pas une promesse qu'on atteint aujourd'hui, mais on sent bien qu'il y en aura de nouvelles. Et ça, évidemment, c'est un moteur. Frédéric, vous avez déjà parlé de rentabilité sur la partie bureau. Et vous, est-ce que vous avez avancé aussi sur cette notion peut-être de plateforme? Quand on parle de rentabilité, effectivement, on commence par apprécier assez finement les coûts. Donc, pour donner quelques ordres de grandeur à la salle, on va dire que hier, le BIM, c'était à peu près, en chiffre rond, 2% du coût de construction pour un promoteur. Et tendanciellement, grâce à la démocratisation, le fait que les acteurs l'intègrent de plus en plus sans excès de surfacturation, on tend vers 1% du coût de construction. Derrière ce coût, il y a à la fois des éléments de modélisation, il y a des éléments liés à ce qu'on appelle le BIM management, c'est-à-dire la coordination des acteurs et le contrôle de la bonne agrégation des données techniques dans la maquette du projet. Il y a de la formation, il y a un certain nombre de coûts. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a des perspectives de gains qu'on commence à approcher. Même si globalement, il s'agit d'une démarche de qualité, et donc tout n'est pas mesurable, tout n'est pas quantifiable. Il y a quand même des éléments qui peuvent d'ores et déjà être approchés. On l'a dit, nativement, on travaille en 3D. Donc, tout le travail, toute la modélisation qui est faite en amont, on va pouvoir, dans les outils de communication, que ce soit à l'égard des collectivités, à l'égard des clients particuliers, réutiliser une partie de cette information pour faire des économies sur les coûts de communication, les coûts de marketing 3D, qu'on n'aura plus qu'à, entre guillemets, texturer. Alors là, c'est un peu ma partie. Oui. Et je dis oui à partir du moment où le référentiel est en place. Oui, à partir du moment où on peut exploiter un langage. Est-ce que ça, on y est ou on est encore qu'aux prémices? Aujourd'hui, on a un langage universel qui est l'IFC, qui est vraiment le standard qui permet à l'ensemble des acteurs de partager finalement un standard technique commun. Mais l'essentiel du gain, il n'est pas là. Il n'est pas dans la communication. Il est dans le fait de construire mieux du premier coup. Il est dans la réduction des malfaçons. Il est dans la réduction aussi des aléas. Aujourd'hui, sur un projet de promotion immobilière, les aléas, ça peut aller de 1, 2 à 5%. Donc quand on parlait tout à l'heure de 1% d'investissement initial, vous voyez que l'espérance de rentabilité, elle est quand même très accessible. Et puis vous ajoutez à ça plein de gains de productivité, plein de gisements de productivité sur toute la chaîne du projet immobilier, depuis la capacité à décrire et chiffrer précisément une consultation d'entreprise. Tout se fait presque automatiquement, il n'y a pas besoin de recalculer puisque toutes les données ont été préparées de manière très fine. Un suivi de chantier aussi se fait de manière beaucoup plus fluide. Et puis, in fine, il y a tout un nouveau modèle économique qui se profile à l'horizon de l'exploitation sur la capacité finalement à être capable de prendre la main plus facilement sur le dossier de l'ouvrage exécuté pour être capable ensuite de mieux piloter les interventions des entreprises, être capable de mieux piloter la performance du bâtiment, des logements, les consommations, être capable de mieux piloter un plan de travaux pluriannuel, parce que ça a été aussi prévu dans les informations BIM, être capable d'être plus réactif, plus efficace en cas de désordre. En fait, on connaît mieux les besoins d'un logement, d'une copropriété, et on connaît mieux les solutions à activer
soit parce qu'elles sont prévues, soit parce qu'elles sont subies. Et dans ces cas-là, on sait comment réagir en comprenant mieux le fonctionnement technique du bâtiment. D'accord. Et alors, ça semble... c'est important pour vous, grand groupe, et parce que vous avez aussi cette amplitude de métier, et parce que vous avez une volonté forte qui est portée par des directions sur le sujet. Est-ce qu'on est dans les mêmes choses? Est-ce que c'est facilement applicable pour des plus petites structures? Laurent, tu en as quelques-uns avec lesquels tu travailles? Il n'y a pas tellement de règles à ça. Derrière, c'est la volonté qu'on a d'y aller à chaque fois. On est parfois surpris de voir des petits promoteurs faire des choses très poussées dans le domaine du BIM. Donc c'est vraiment une histoire de volontariat et de stratégie et d'y croire. Alors, effectivement, après, quand on a la vision globale de l'ensemble des métiers, on va peut-être mieux voir les lignes de gain. Tu l'as dit tout à l'heure, on va mettre plus d'argent peut-être sur la conception pour des gains qui sont après. Donc si on couvre l'ensemble du spectre, c'est plus facile à faire son ROI, alors que peut-être que pour certains métiers, c'est peut-être un engagement plus fort sans ROI direct. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, l'idée d'engager tout un cercle vertueux de ce domaine vers ce résultat-là. Quelques chiffres pour abonder, 15 milliards d'euros à peu près chaque année de malfaçon dans le domaine de la construction, 15 milliards d'euros, ça incite à la réflexion, qui sont presque dans les prix de toutes nos entreprises, hein. C'est les polices d'assurance, c'est les surcoûts qui sont déjà chiffrés quelque part. On voit émerger quelque chose autour de ça qui est la capacité de faire demain peut-être des certifications as-built. On considérera que le bâtiment est construit comme conçu. Et je vois une autre ligne de gain qui est en lien avec tout ça, qui est de dire demain, si nos assureurs prennent le biais de cette certification, peut-être qu'ils ont une logique de police d'assurance différente sur un bâtiment qui est as-built d'un qui ne l'est pas. Voilà une autre piste, peut-être. Je ne sais pas s'il y a des assureurs. Alors moi j'ai appris un nouveau mot, as-built, d'accord. Ludovic, vous êtes d'accord avec ça? En fait, nous, on a commencé à travailler, pour tout dire, avec nos assureurs. En fait, comme on expliquait tout à l'heure, le groupe Pichier, en fait, on est un promoteur qui va vraiment de la conception jusqu'à l'exploitation, puisqu'on a une foncière, donc on garde nos résidences en gestion. Et donc, on a regardé, comme disait Frédéric, ça nous coûte de l'argent, mais on essaie de regarder où est-ce qu'on pouvait récupérer cet argent pour le payer, parce qu'on n'est pas non plus... on n'est pas des magiciens, cet argent on va la dépenser, mais il faut la trouver quelque part. C'est vrai qu'on va trouver de l'argent sur les aléas. Nous c'est pareil, on a fait gros travail sur les aléas. Les aléas, on a tous des aléas dans les promoteurs, on va y travailler, on pense. On a commencé à travailler avec les entreprises, alors pour l'instant avec les majors. Et c'est vrai que dans leur remise de coûts aujourd'hui, il y a un coût caché de l'aléa de chantier et de SAV. Voilà, c'est pareil, c'est le même sujet. Et on a commencé à discuter également avec nos services de gestion, puisqu'on a aussi un syndic en interne, la gestion de biens. Et en fait, ils ont une coût de non-qualité également. C'est-à-dire que dans leurs frais de gestion de nos syndics, il y a un coefficient que d'ailleurs on n'arrive pas, pour tout vous dire, à matérialiser, puisque c'est plutôt de l'expérience. Ils me disent, on va peut-être avoir quelques problèmes sur cette... Ils ne savent pas dire exactement combien. Et donc on sent qu'il y a des choses comme ça où chacun prévoit soit de l'aléa, soit de la non-qualité. Et donc, on a commencé à discuter donc, avec nos juristes qui gèrent nos relations assurance. On a commencé à discuter avec notre assureur. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse, on démarre juste. Mais c'est vrai qu'il y a un label qui vient de sortir, hein, il y a 3 semaines, je crois, ou un mois de Mediaconstruct. Pareil, qui veulent lancer un label. C'est peut-être une solution de se dire... si on est BIM compatible, alors le mot du label, je ne l'ai pas en tête, ASBIM, ils n'ont pas encore trouvé le nom précis, mais c'est aussi ça, si on arrive à labelliser qu'on est BIM conception, BIM réalisation, BIM exploitation, peut-être qu'on arrivera à amener nos assureurs également là-dessus. Nos assureurs, nous, chez un promoteur, c'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. Hein. Et en plus, les polices d'assurance, ils ne baissent jamais. Hein, donc, tous les ans, on a un peu plus, on ne sait pas pourquoi, hein, Frédéric, et donc on se dit, voilà, si on arrive à mettre un gage de qualité, on peut se dire que le BIM, on dit depuis tout à l'heure, hein, c'est un outil, c'est une méthode collaborative et c'est de la data. Donc si on arrive à mettre un gage de qualité, est-ce que ça va rassurer tous nos acteurs?
Et tous nos acteurs, ça va partir de l'entreprise qui va nous répondre, qui va avoir un DCE complet, un dossier d'appel d'offres BIM, où on sait qu'il y a moins de problèmes peut-être, et donc ils vont peut-être optimiser les éléments. On parlait tout à l'heure de la data, nous on a fait un gros travail avec les industriels, on a travaillé avec Placo par exemple, avec BP Placo. Aujourd'hui on arrive à extraire nos quantités de plaques de plâtre, pour pas dire de marque, et on a un DQE exact de la surface, et ils sont capables de découper les plaques exactement de ce qu'on a besoin. Ça fait gagner 15% de perte. Enfin, avant, il y avait 15% de perte de matériaux, donc des gains de déchets, vous voyez, par exemple. Et ben, nos plaquistes, ce qu'on se rend compte, c'est que nos plaquistes, ils prévoyaient dans leur coût, dans leur prix unitaire, ils prévoyaient la perte. Et ben, aujourd'hui, si on travaille sur ça, sur l'amont, on imagine, puisque ce n'est pas encore vrai, on imagine qu'on va pouvoir faire baisser leur prix unitaire également. Ben, voilà, c'est tout le travail sur la qualité qui peut, on pense, faire gagner un petit peu. Alors du coup, ça me fait penser à une chose, c'est que le coût environnemental de la construction, il est extrêmement élevé. Du coup, c'est un bon exemple. Le BIM devrait pouvoir réduire ce coût environnemental. On l'espère, tous. Non, mais il y a la 7D. Sur le BIM, vous savez, il y a 3, 4, 5, 6D. La 7D, c'est l'environnement. Nos ACV, aujourd'hui, on les sort depuis nos maquettes numériques. Le plus et moins, aujourd'hui, nous on travaille avec l'ADEME pour essayer de sortir aussi le calcul plus et moins depuis nos maquettes et d'estimer le coût environnemental. Aujourd'hui, la CV, vous savez, c'est comment le bâtiment, on peut le déconstruire, réutiliser, reconstruire. Ça, c'est un coût également. On imagine retravailler nos bâtiments sur 30 ans, maintenant 50 ans. Et bien ça, c'est pareil, dans nos bilans, c'est quelque chose qu'on marque jamais. C'est-à-dire que notre bâtiment, combien il coûte et combien il va coûter en déconstruction ou en réutilisation. Et ben, grâce à nos maquettes, aujourd'hui, on sait faire des simulations. Alors après, c'est le début. On a 2-3 startups, je ne peux pas le dire là, mais enfin, nous, on travaille avec Combo Solutions, qui est une startup au Hachette à Lyon, qui travaille avec nous également là-dessus. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut estimer, comment est-ce qu'on réutilise. Enfin, c'est un business la réversibilité model. des bâtiments, c'est ça? Ouais. C'est toute cette thématique-là? Exactement. Alors, est-ce que je peux mettre un pavé dans la mare et peut-être demander à Fabrice, mais aujourd'hui on a un très beau projet qui s'annonce en France, que sont les JO. Vous êtes tous, certains déjà partie prenante, d'autres au moins dans les starting blocks. Est-ce qu'on va pouvoir démontrer sur ces JO toute l'expertise française qu'on veut emmener, le BIM, la réversibilité et toutes ces belles paroles qu'on veut mettre en acte aujourd'hui? On est en train d'y travailler, en tout cas. On est complètement au début du projet. Donc, clairement, le BIM est une donnée importante. La réversibilité est à l'étude et demandée, en fait. Donc, on va la mettre en place. Ce qui consiste globalement à créer des logements pour les athlètes qui vont se transformer ensuite soit en bureau, soit en logement qu'on pourra acheter chez les uns et les autres, etc. Donc le BIM, si vous voulez, ça permet effectivement de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir transformer un bâtiment dans son usage. C'est un des outils qui nous permet de le faire mieux. Est-ce qu'on le fera mieux grâce à ça? Moi, je le pense, mais on en est à l'étude actuellement. Ça veut dire que tous les JO sont en BIM? Oui. Obligatoire. Génial. C'est déjà le premier point. C'est déjà le premier point. Et ça signifie, pour compléter ce qui a été dit, qu'il y a une maquette d'aménagement où il y aura l'ensemble du parc olympique modélisé en BIM à l'échelle du CIM, c'est-à-dire de la ville, de la cité. D'accord. Donc on va pouvoir avoir quelque chose à montrer sur l'expertise française. Après, ces thématiques-là, on en parlait déjà il y a 10 ans. Est-ce qu'on se retrouve ici tous les 5 dans 10 ans et on aura le débat pour dire on a réussi à déployer ou pas? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les acteurs privés de différentes spécialités et tailles que nous sommes, on a notre mot à dire et notre carte à jouer, mais aussi c'est soutenu par la puissance publique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État a engagé un projet de modernisation d'une filière au travers du plan de transition numérique du bâtiment qui fixe un cap à 2022 pour que l'ensemble des acteurs, je répète quelle que soit leur taille, soient en capacité de collaborer en BIM, y compris des acteurs de plus petite taille qui ont moins de moyens
pour s'équiper et se former. Mais il faut quand même relativiser ce coût-là. Et je trouve que c'est très heureux qu'aujourd'hui, la puissance publique lance des projets où il faut répondre en BIM. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'y mettre, il faut se lancer. Et pour ces acteurs, et je pense à ceux qui, effectivement, avaient peut-être moins de moyens pour se lancer, c'est une opportunité commerciale, d'investissement, où le ticket d'entrée financier n'est pas si énorme que ça. Il y a même des outils qui sont gratuits. Quand je pense à la plateforme Croquis, c'est gratuit. Donc il y a une volonté. Il y a une volonté stratégique. Il y a la vision d'un dirigeant de dire j'ai un marché à saisir sur lequel je peux finalement accompagner aussi des promoteurs qui ont envie de s'y mettre et que j'ai envie d'accompagner en tant qu'architecte, bureau d'études ou autre. Donc c'est aujourd'hui une réelle opportunité commerciale. Et puis, je pense que ce pari sur l'avenir, il faut aussi l'envisager dans le cadre de l'attractivité de nos métiers. C'est-à-dire qu'on est face, quand je parle de nos métiers, alors c'est vrai qu'on est au rent, donc on est real estate et new technology, on n'est pas à construction et new technology, ça c'est un peu plus haut à Villepinte, Batimat, mais c'est très lié, en tout cas c'est imbriqué. Il y a un problème majeur d'attrait et de compétences. C'est-à-dire qu'il y a plein de compétences qui partent à la retraite, et manque de bol, les jeunes générations ne sont pas extrêmement attirées par tous ces métiers, en tout cas qui gravitent peut-être plus autour de la construction de l'immobilier. Et donc c'est une façon aussi de redorer le blason du secteur que d'introduire, et il est temps, du digital et des technologies de notre temps, de notre époque. C'est des métiers d'avenir. C'est effectivement tout un enjeu qui est un enjeu de formation aussi dans les filières. Est-ce que ça a été pris à bras le corps, Fabrice ? Alors, il y a quelques semaines, je crois que c'est le Figaro qui titrait les 5 jobs que les jeunes vont s'arracher, et dans la 3e ligne, il y avait BIM Manager. Donc le Figaro a répondu à ma place. C'est effectivement un enjeu. On voit qu'il y a un certain nombre de formations qui s'y mettent depuis 4-5 ans, mais ça fleurit. L'enjeu, il est peut-être pas tant sur les nouveaux arrivants qui, globalement, ont un peu de mal à comprendre comment on faisait sans BIM. Franchement, c'est à peu près la tonalité. Hein. Ah, vous faisiez en 2D c'est presque incompréhensible pour eux. Par contre, pour ceux qui ont pris leurs habitudes et qui travaillent depuis 10-15 ans dans ce domaine, c'est plus difficile de comprendre comment se projeter sur des métiers qui sont assez codifiés. Et c'est pour ça que 2022, c'est une bonne date, parce que ça laisse quand même pas mal de temps à faire des projets où on va apprendre à travailler autrement. On continue à construire un bâtiment et globalement, il n'aura pas forcément une tête différente. Par contre, on a travaillé différemment pour aboutir à un résultat qui, effectivement, et c'est un souhait qu'on partage tous, est d'une meilleure qualité. Mais la méthode de travail, celle-là, elle s'apprend en travaillant. Et ça, on a presque un rôle aussi, nous, promoteurs, quand on pousse des projets et des projets pilotes, à dire à nos partenaires qu'on connaît et qu'on reconnaît pour la plupart, en tout cas, c'est ce qu'on veut, à ce qu'ils s'y mettent pour qu'on puisse travailler en 2022 et après en BIM. Après, d'ici 5 ans, on se posera plein d'autres questions. J'espère pas les mêmes. Moi d'ici 5 ans, moi, je pense qu'il y a aussi un sujet qui commence à émerger, qui est déjà assez mature dans pas mal de pays en Europe, que ce soit en Europe du Nord ou en Grande-Bretagne, c'est le sujet de l'industrialisation de la construction. En l'occurrence, les logements, où la somme des logements qui constituent une résidence, ont été conçus de manière digitale, avec une capacité aussi à rendre flexibles les surfaces, les usages, les équipements. Et là, les acteurs qui, d'ici 5 ans, n'auront pas une capacité à être, entre guillemets, bilingues en BIM, vont s'exclure de ce marché. Ceux qui ne sont pas en BIM aujourd'hui, ils s'excluent de certains marchés de la commande publique. D'accord ? Dans 5 ans, je dirais que l'ampleur des opportunités sera encore plus large. Et donc ça va devenir, à mon avis, donc on l'a dit, c'est un standard, une évidence en 2022, et je pense que ça deviendra une obligation commerciale et économique dans les prochaines années. Et si on veut être prêt en 2022, en 2025, c'est pas en 2022 qu'il faut démarrer, parce qu'on voit bien qu'un projet immobilier de sa conception à sa réalisation, il va se passer 2 ans, voire peut-être un peu plus selon le nombre de tranches et la taille du projet. Donc c'était hier ou c'est maintenant qu'il faut vraiment s'y mettre activement si on veut être au rendez-vous
de tous ces potentiels de marché. Un mot de conclusion aussi? Non, c'était juste pour confirmer ce que disaient Frédéric et Fabrice. Nous, par exemple, le groupe, c'est 1400 personnes, alors, pas autant que chez Frédéric, mais le plan de formation, puisque c'est tous nos métiers, on vient de le voir, hein, le plan de formation, c'est 3 ans. Et c'est mon plan de formation, c'est le plan de formation que j'ai formé avec la direction générale, c'est 3 ans pour 1400 personnes. Et on se dit que dans 3 ans, on pourra peut-être tous être bons en BIM et au moins savoir l'utiliser. Donc vous voyez, c'est, comme dit Frédéric, c'est maintenant. Enfin, nous, on l'a déjà pris il y a 2 ans, hein, mais c'est maintenant que c'est en train de se mettre pour être à la page dans 3-4 ans, parce que c'est vrai que les pouvoirs publics seront pris avec les JO. On le fait un petit aparté, mais les JO, c'est une puissance phénoménale pour pousser tous ces éléments-là. Hein. C'est le JO, le CIO, la Solidéo, c'est tous les jours ils nous disent le BIM. Alors ils ont deux mots à la bouche tous les jours, le BIM et le bois. Voilà, c'est le BIM, le bois, le BIM, le bois. Donc on y travaille tous les jours. Et réversibilité, voilà. Et comme dit Frédéric, la construction modulaire, enfin la modulaire, la construction hors site, parce que on a tous les mêmes sujets, on va aller plus vite. Et là, ou alors on a des sites de construction qui sont de plus en plus restreints, et c'est peut-être l'une des solutions à l'avenir. Voilà. Fabrice, un petit mot de la fin? En tout cas, si le BIM est une évidence pour tout le monde, je pense que les solutions à nos futurs problèmes viendront probablement du BIM. En tout cas, tous les gens qui viennent voir un promoteur, il est bien rare que derrière, il n'y ait pas une maquette numérique, une base de données, voire d'autres choses. Donc tout se base là-dessus. Le langage maternel effectivement des solutions de demain sera sûrement à base de BIM. En tout cas, c'est ce qu'on voit venir. Hors discours commercial, auquel on essaye de faire la part des choses, évidemment. D'accord. Alors moi, j'ai retenu qu'on a commencé avec une définition, c'était une méthode de travail et c'était de la data et de la modélisation. Et on finit par dire que c'est un langage. Donc ça, c'est génial et qu'on va apprendre à parler un nouveau langage. Laurent, un dernier mot? Non, finalement, on parle de numérique, mais il y a beaucoup d'hommes, encore une fois, dans tout ça. On voit bien qu'il va falloir mettre des règles, collaborer. Donc on remet finalement dans cette méthode-là beaucoup de l'homme avec un grand H. Jeanne. Et je rebondis, c'est une chance. C'est une chance. On parle d'opportunité, c'est une chance pour toute une filière de révolutionner les usages, d'amener des outils numériques dans les mains sur le site d'un bâtiment à construire, à maintenir. C'est une chance. Il faut, je pense, le voir comme ça. Et cette maquette numérique va, je pense, devenir le centre d'un écosystème d'innovation dont on n'a pas encore tout le spectre. Voilà. Bravo à tous, merci beaucoup. Je pense que c'était intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui est resté. Donc, merci messieurs pour cette bonne lecture du BIM.